une intervention de Vladimir Poutine, les mots de Vladimir Poutine, parce qu'il s'est exprimé cet après-midi, et c'est assez stupéfiant. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu comme ça depuis le début de cette guerre. Il y a le contenu, on va entendre ces mots précisément, mais il y a la manière aussi. On voit un Vladimir Poutine badin, un verre à la main, un verre de champagne à la main, c'est une cérémonie de remise de médailles à des soldats ou des gradés. Et on le voit un verre à la main, presque désinvolte, en train d'évoquer les sujets les plus graves, c'est-à-dire ces bombardements qui font tous les jours des morts parmi les civils ukrainiens, qui mettent tous les jours des centaines de milliers, des millions de familles dans le noir et dans le froid. Et il évoque ça presque sur le ton de la plaisanterie, avec de l'ironie. Ah bon? Oui, oui, je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire. C'est assez saisissant. On a eu du mal à y croire quand on a reçu ces images. Voyons précisément de quoi il s'agit, les indispensables, avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, qu'a-t-il déclaré exactement et dans quelles conditions Vladimir Poutine ? Eh bien d'abord le cadre, David. Nous sommes cet après-midi au Kremlin, dans cette immense salle pleine de dorures. Vladimir Poutine a face à lui une dizaine de militaires, visiblement déo-gradés, qui ont déjà pas mal de médailles, et des personnalités du pays, dont semble-t-il un cosmonaute. Ils sont là pour recevoir des mains du président russe la décoration suprême, la plus haute distinction du pays, la médaille de héros de la Russie. Et voilà que Vladimir Poutine, champagne à la main, entame un monologue sur la guerre en Ukraine. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Silence total. Et Vladimir Poutine poursuit, et il semble presque inverser les rôles. Écoutez. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас. Voilà dans quelles conditions Vladimir Poutine vient dire « je vais continuer à terroriser des millions de gens ». Et il suffit que je fasse un geste, donc il mentionne ces bombardements, pour que tout l'univers, il ironise, il plaisante. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme réflexion, Joséphine ? Déjà, il faut qu'on se rende compte que si ces images nous parviennent, c'est qu'elles étaient destinées à nous parvenir. Donc là, on est dans une opération de communication. L'attitude contraste avec la gravité et des propos et des faits, mais c'est à dessein. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a peut-être compris enfin que la communication était importante dans cette guerre. C'est étrange comme communication, quand même. Oui, mais justement, ce contraste, il doit le montrer. Il doit le montrer à sa population qui s'inquiète peut-être à juste titre, de l'enlisement de cette guerre, du départ de plus en plus d'hommes au combat, de leur non-retour aussi, et d'une crainte qui est celle d'une mobilisation qui jusque-là était partielle et qui devienne peut-être plus tard générale. Donc Vladimir Poutine, finalement, là, qu'est-ce qu'il montre? Qu'il est tout à fait détendu, qu'il n'est pas inquiet, qu'il aborde les mois qui vont venir de manière tout à fait sereine et que rien ne lui fait peur. C'est aussi intéressant que cette séquence arrive aujourd'hui parce qu'il y a eu de nombreuses frappes, en tout cas plusieurs frappes en territoire russe, probablement, depuis lundi. Probablement du fait de l'armée ukrainienne. Et donc il doit essayer de rassurer. Et là, on est tout à fait dans une opération de communication, d'essayer de rassurer et de montrer qu'il ne perd pas la main et surtout qu'il n'est pas inquiet. Oui. Et c'est cette attitude qu'il veut transmettre à sa population. Qu'il n'est pas stressé. Certains ont même dit, j'ai lu ça, sur certains comptes russes, qu'il était ivre, Alexandre.
Oh, je ne crois pas. Mais ce que je sais, c'est que, et d'ailleurs, ça nous ramène au cas de Victor Bout, c'est qu'il a besoin de réinventer le logiciel de sa communication. Il a besoin de réinventer le narratif qui était à l'origine de cette guerre. Parce que les Russes, finalement, ont perdu le sens de cette guerre. Personne ne comprend plus pourquoi cette guerre est menée. Et donc, il a besoin aussi de redonner, et je disais tout à l'heure, héroïser cette guerre, c'est-à-dire de trouver de nouveaux héros, de nouveaux repères, de nouvelles références dans cette guerre. Et aussi, évidemment, adapter sa communication au monde actuel, au monde global dans lequel nous vivons tous, c'est-à-dire être plus cool, c'est-à-dire presque cette posture qu'il adopte aujourd'hui, celle de showman, qui parle avec désinvolture, des sujets qui ne s'y prête pas, des sujets extrêmement graves. C'est quelqu'un quand même qui s'adapte à la situation. Ce qui était d'ailleurs assez étonnant pour moi, parce que j'avais constaté qu'il était complètement perdu, qu'il n'avait plus aucun calcul rationnel, etc. Ce qui prouve qu'il est capable quand même de ressaisir. Mais pour moi, c'est déjà l'agonie d'un homme qui a perdu ses fondamentaux et sa boussole stratégique, qui représente aussi l'agonie d'un régime répressif, liberticide et aussi, je persiste ici, signe mafieux. Donc aujourd'hui, il s'agit du début de la fin. Donc du début de la fin d'un nouveau chapitre dans l'histoire de cette guerre et donc dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Comment avez-vous réagi, vous, quand vous avez vu ces images? Peut-être vous les découvrez Oui, là, oui, parce non, que c'était il y a 2-3 heures. Hein, mais... Oui, non, je les découvre là. La mise en scène est assez extraordinaire dans cette grande salle Saint-Georges. Je rappelle que tous les noms qui sont gravés sur le mur, là, sont les noms des généraux qui ont combattu l'Empire français. Hein, c'est la retraite de Russie, etc., qui sont là-dedans, dans cette grande salle Saint-Georges. Ensuite, le petit nombre, et puis la façon désinvolte, mais surtout le discours, effectivement, qui est fait pour être montré, en particulier aux Russes, et de montrer que finalement, c'est la Russie qui est victime. Là, la Russie est victime. Ça, c'est presque un grand classique. Voilà, mais en plus... C'est pas nous l'agresseur, c'est nous l'agressé. Mais en plus, comme vous l'avez remarqué, il parle des frappes qu'il y a eu, enfin, des différentes en Russie, mais il ne parle pas des dernières frappes. Ce ne sont que des frappes sur des infrastructures civiles dont il parle. Oui. Il ne parle absolument pas du fait que l'infrastructure militaire, les avions stratégiques, ont été touchés. Or ça, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, les Russes étaient furieux en disant « mais notre pays n'est pas défendu. Regardez, on est capable de frapper nos avions alignés sur une base qui est à 200 km de Moscou. » Pas un mot là-dessus. Et là, il ne dit pas un mot. Donc, il inverse, bien sûr, c'est la Russie qui est victime, et c'est la population civile russe qui est victime, puisqu'il parle de la connexion à cause de l'électricité, du pont, etc. Sur le fond, justement, Olivier, quand il dit les forces ukrainiennes privent les civils de tout le Donetsk d'eau, est-ce que factuellement c'est la vérité? Il y a eu, j'ai rapidement retrouvé 2 épisodes, en effet. L'un, il y a quelques mois, et un autre qui remonte à 2014. C'est-à-dire que lorsque la ville de Donetsk manque d'eau, encore une fois, 2 fois ça a été rapporté, c'est parce qu'il y a eu des bombardements sur des infrastructures électriques qui ont cassé des pompes à eau, qui empêchaient de faire remonter l'eau, et donc la ville manquait d'eau. Y avait-il un but délibéré, tactique à ces bombardements pour que la ville manque d'eau? De la part des Ukrainiens? On n'est pas capable de le dire. C'est plus dans le chaos de la guerre et dans les dommages que provoquent des bombardements que, par voie de conséquence, vous n'avez pas d'électricité et dans la foulée, vous n'avez pas d'eau non plus. Et pardon d'ajouter ça, il y a une différence aussi entre ce qui se passe à Donetsk, qui est un champ de bataille, on est à une 50aine de kilomètres du front, et à Kiev, où il n'est pas du tout question de bataille. Exactement. Là, on vise délibérément des civils pour les mettre dans le froid et le noir pendant tout l'hiver. Je vous ai interrompu, pardon Olivier. Non, j'allais juste compléter ce que vous avez déjà abordé, c'est-à-dire que ce ton, ce style, on retrouve le Poutine goguenard, surpuissant, goguenard, hautain, méprisant, qu'on connaît depuis 20 ans. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est l'essence de la diplomatie russe depuis le début, c'est jamais de notre faute. On a été contraint à
on a été contraint, et d'ailleurs on ne fait pas pire que les Américains. Ça a commencé avec l'Irak, et puis ensuite, sur n'importe quelle crise, on est bien obligé de réagir, on ne va quand même pas se laisser faire. On est une grande puissance, donc laissez-nous au moins exister. C'est le discours traditionnel de la Russie, qui oublie quand même, Poutine au départ, que la guerre est toujours un engrenage, mais le début de ça, c'est quand même un pays souverain qui, à un moment donné, signe un accord de libre-échange avec l'Europe. Et que son voisin, en l'occurrence l'Ukraine, et que son voisin russe dit non, tu ne signeras pas cet accord en pleine souveraineté parce que tu ne m'as pas demandé mon avis. L'origine de cette crise ukrainienne, il est quand même là, c'est un accord commercial. Là, vous parlez de 2014. De 2014. Et que depuis, on est en effet dans un engrenage. Mais un engrenage parce que, à la base, le péché originel, c'est le mépris de la souveraineté ukrainienne. Oui, alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il dit chaque fois que je fais un geste, sous-entendu un geste un peu anodin, bombarder des millions de civils, ou en tout cas leurs installations électriques, alors aussitôt, c'est le grand fracas. Donc il lit et il regarde ce qui se dit de lui en Occident. Il lit et il regarde, il y prête attention. On peut avoir le sentiment parfois que Poutine, il est enfermé dans son bureau, dans son univers mental, pas du tout. Donc il regarde CNN, LCI, il est attentif. Il est fait pour vous, il est fait pour nous. Il n'est pas fait pour les Russes. Il est fait pour nous, ce toast-là. Quand Poutine parle aux Russes ou on voit des images aux Russes, c'est plutôt pour les réassurer sur le fait qu'il dirige bien, il est dans son centre de commandement, il parle à tous ses généraux, il rappelle que c'est lui le patron. Mais quand il fait ça avec ce petit ton badin, je peux vous assurer que c'est à nous qu'il parle. Oui, un dernier mot là-dessus, Joséphine. Cette séquence aussi, elle résonne avec les propos qui ont été tenus par Vladimir Poutine plus tôt aujourd'hui sur le nucléaire, sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Il y a eu un changement là aussi de discours et de stratégie, puisqu'il affirme désormais que la Russie, bien évidemment, n'emploiera pas l'arme nucléaire, sauf si quelqu'un tire avant et donc elle se défend. Ce n'était pas du tout le discours des premiers mois de la guerre en Ukraine. Donc là, on a une inversion aussi dans la rhétorique, du moins. Oui. Il était plutôt profil bas sur le nucléaire hier. Et là, à nouveau, il dit évidemment qu'on continuera à frapper les civils. Hier, il n'a fait que répéter la doctrine russe qui a été réécrite en 2020. Je rappelle, pas d'usage en premier, défense de la patrie et des intérêts vitaux. C'est fondamentalement. Il n'y a que nous, en France, qui nous faisons peur avec l'arme nucléaire russe. Quand même, Dominique, je vous le dis tout le temps. Quand on l'avait entendu dire, c'est vrai que je vous entends dire ça depuis le début. Mais quand on avait vu et entendu Vladimir Poutine le jour où il a célébré l'annexion des 4 régions ukrainiennes dire si qui que ce soit touche à ces régions, toutes les armes peuvent être employées car c'est désormais le territoire russe et ce n'est pas du bluff, on avait quand même eu le sentiment qu'il parlait de l'arme nucléaire. Mais sauf qu'il ne l'a jamais dit. Il ne l'avait, et que c'est nous qui l'avons. Il n'avait pas cité l'arme nucléaire. Voilà, exactement. Mais c'est une et que dès les premiers jours, on a vu qu'il ne s'agissait pas d'armes nucléaires. On s'est fait peur pendant 6 mois avec un coup l'arme nucléaire tactique, un coup les centrales qui allaient sauter, un autre coup l'arme sale, etc., etc. Jamais. Medvedev, oui, a parlé beaucoup de l'arme nucléaire, mais Poutine, non. Mais quand quelqu'un dit toutes les armes à ma disposition peuvent être utilisées, on a toujours dédramatisé ici et parlé de gesticulation. Mais c'est vrai que là, on a eu l'impression quand même, mais bon, dans l'interprétation, en tout cas, ce qu'il dit aujourd'hui semble confirmer peut-être ce que vous disiez hier, en tout cas la lecture que vous en faisiez. On en vient à l'essentiel. La désertion est-elle en train de prendre des proportions qui menacent l'armée russe? La suite des indispensables, Fanny Veil. Fanny, que sait-on sur ces désertions? Eh bien, ce sont d'abord, David, des témoignages. Dernière information en date, un groupe de soldats, une vingtaine de mercenaires de la milice Wagner, ont pris la fuite. Ils étaient déployés dans la région de Donetsk, dans le Donbass, où les combats sont très violents depuis des semaines. C'est là aussi que se trouvait ce jeune soldat russe. Il appelle sa mère et écoutez ce qu'il raconte sur son unité, conversation interceptée par les renseignements ukrainiens. Все на этом же месте. А это самое, народу все? Уходят люди, уходят. Как уходят? Убегают, что ли? Да, так убегают. А как, блин, 5 дней под дождем, не спавшие? Это дезертирство, смотрите, блядь, это убегите. Мы в декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Не, я, всем, кто паспорта домой отправил. Если бы мы паспорта домой не отправили, мы бы съебали очень просто отсюда.
Autre récit, celui de cet homme, Pavel Nikolin, 43 ans. C'est un ancien prisonnier, il a été enrôlé par la milice Wagner et il a déserté il y a maintenant près de 2 semaines. Hier, il a débarqué armé d'une Kalachnikov dans le village de Novochakhtinsk. C'est à 16 km de la frontière ukrainienne, tout près du Donbass. Il a tiré sur des policiers avant, vous le voyez, d'être arrêté. Signe, David, que ces désertions sont nombreuses et commencent à occuper l'esprit des Russes. Vladimir Poutine lui-même en a parlé hier lors de la réunion annuelle du Conseil russe des droits de l'homme. Bien sûr, il minimise, mais la question est tout de même sur la table. Ну, что хотел бы в этой связи сказать? Есть люди, которые покидают боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после определенной подготовки, но он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку. Cela se produit de moins en moins, dit-il, et vous nous dites que cette phrase a peut-être un sens caché. Ah oui, effectivement, l'armée russe vient de créer et d'activer des brigades dont la seule mission est d'exécuter les déserteurs qui se feraient prendre, ce que les Russes appellent des troupes de barrière. Quelle forme prennent-elles? C'est difficile à dire. Les renseignements ukrainiens évoquent, bande sonore à l'appui, la mise en place d'une deuxième ligne de troupes derrière la ligne de front pour abattre quiconque fuirait les combats. Il y a un historique, David, à ce genre de brigade. 1942, Staline avait fait de même, alors que les Russes reculaient face à l'armée allemande et désertaient en masse. Staline avait alors signé cet ordre de sa main. Voici ce qu'on peut y lire. Pas un pas en arrière. Nous devons établir l'ordre le plus strict et une discipline de fer dans notre armée si nous voulons sauver la situation et défendre notre patrie. Le journal Newsweek racontait d'ailleurs il y a quelques jours que 21 soldats russes qui avaient refusé d'aller combattre risquaient justement d'être éliminés. Ils ont été exécutés lundi dernier, il y a 3 jours. Nous vous avions aussi raconté il y a un mois l'histoire de ce déserteur de la milice Wagner, Yevgeny Noujine. Lui aussi a été exécuté à coups de massue. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'ampleur de ces désertions? Oui, elles sont de toute évidence importantes. Lorsqu'on entend ces témoignages, lorsqu'on apprend en plus qu'une brigade dédiée a été créée, le chiffre de 2000 soldats russes qui ont déserté ces 3 derniers mois nous a été donné par Vladimir Rozeshkin. Il est président de l'association New Dissidents Foundation qui réunit des réfugiés politiques russes en France. Il a des contacts au FSB, il est donc généralement très bien renseigné. Ce chiffre serait par ailleurs en augmentation depuis l'arrivée sur le front en Ukraine de jeunes appelés lors de la mobilisation partielle de fin septembre. Qui sont ces déserteurs? Eh bien, ce sont des soldats de tous âges et plus étonnant de tout grade, du simple soldat au haut gradé, qui combattaient pour l'essentiel dans le Donbass, en particulier, selon Vladimir Rozeshkin, dans la région de Louhansk. Merci Fanny. Je me tourne vers vous, Général Trinquant. 2000, est-ce que c'est un chiffre important? À quoi il faut le rapporter? Écoutez, moi j'ai 3 remarques à faire là-dessus. Première chose, bien différencier Wagner du reste. Wagner, vous avez des gens qui ont été cherchés en prison, qu'ils cherchent à s'échapper pour ne pas être tués dans cette guerre et passent du côté ukrainien, ça ne me surprend pas trop. Mais Wagner est un cas un petit peu particulier. Le deuxième cas, on rappelait la Russie soviétique, c'était le NKVD qui tenait le deuxième rideau et qui empêchait de partir. Qu'on soit obligé de mettre en place un système comme ça montre que ça n'est pas un épiphénomène. Ça montre que c'est un phénomène important. Enfin, dernier point, qui n'a rien à voir avec ça, mais moi je suis frappé sur le fait que, alors que nous parlons... Pardon, je reste sur votre deuxième point. Pour vous, c'est plausible qu'il y ait l'activation de cette brigade de deuxième ligne, comme on dit, c'est-à-dire pour empêcher les soldats de reculer et qu'ils restent au front? On en a déjà entendu parler, oui. Pas de façon aussi précise, mais on en a déjà entendu parler. Le troisième point que je voulais souligner, ce qui me frappe, c'est qu'au moment où on parle de ces problèmes de désertion, sur les réseaux sociaux français circulent des images d'Ukrainiens, soldats ukrainiens, emmenés par des Ukrainiens, dont on les voit les mains dans le dos, etc., donc peut-être des gens qui ont déserté, etc., dont on nous dit, mais il n'y a aucune image là-dessus, qu'ils vont être fusillés. Vous voyez, donc il y a une espèce de... Par l'armée ukrainienne, qui fusillerait, elle aussi, ses propres déserteurs. Par l'armée ukrainienne. Donc, en demandant, vérifions les trucs, etc. Donc, il y a une espèce d'inversion en disant, mais attendez, il n'y a pas que les Russes, les Ukrainiens, c'est pareil. Vous voyez, de banaliser le processus, alors que ma connaissance du sujet, c'est que, effectivement, et c'était dit tout à fait à la fin,
les jeunes recrues en particulier qui ont été envoyés sur le champ de bataille. Comme le disait d'ailleurs, d'ailleurs le président Poutine lui-même disait, ils ont des réactions normales. C'est-à-dire que la guerre, ça fait peur, on tue, hein, on meurt, et qu'ils n'ont pas envie, ces jeunes soldats, pour une cause qu'ils n'ont pas bien compris, parce que ce n'est pas la défense de la mère patrie, c'est aller dans un pays frère. Donc je crois que tout ça montre qu'il y a réellement un problème dans l'armée russe, et aussi bien du côté de Wagner, qui sont des prisonniers qui veulent tout simplement échapper à leur sort, hein, à la prison, etc., que dans l'armée russe, où depuis longtemps on en parle, que des dispositifs sont mis en place, et je trouve que dans les mots de Poutine, c'est un aveu d'une certaine façon. Il le dit. Les jeunes soldats, ils n'ont pas envie de se battre, et du coup, on prend des mesures. Et derrière, cette espèce de propagande qui arrive en disant, mais attendez, il n'y a pas que les Russes, hein, les Ukrainiens, c'est pareil. Parce que, pour vous, a priori, ces phénomènes de désertion dans l'armée ukrainienne, ils sont forcément moins nombreux, parce qu'on entend dire, alors, mais peut-être qu'il y a des déserteurs, hein. Ouais. Nous, on n'en sait rien et on est un peu embarrassé quand on voit ces images. C'est vrai, c'est faux. Mais c'est vrai qu'on entend toujours dire que comme les Ukrainiens se battent pour leur pays, qui s'engagent volontairement, que ce ne sont pas des gens qui étaient soldats, mais que là, leur pays est envahi, donc ils jouent d'une certaine manière leur peau en tant que nation. Bon, évidemment, on les sent moins désertés, mais comment en savoir précisément ? Ceci étant, le drame de la guerre, on voyait les images des bombardements absolument énormes dans le Donetsk actuellement. Il faut s'imaginer ce que c'est que pour des garçons de 20-21 ans qui reçoivent des pluies d'obus, le matraquage. Psychologiquement, on a vu d'ailleurs des soldats ukrainiens entourés par les Russes qui étaient faits prisonniers. Vous vous souvenez des images vues de haut par des drones ? Mais oui, mais il y a un moment où les nerfs craquent. Et il y a probablement des soldats dont les nerfs ont craqué. Attendez, vous nous dites, enfin, je ne sais pas si le mot est le bon, mais c'est un classique dans la guerre. Que les nerfs craquent de soldats, oui, malheureusement, ça arrive. Oui. Et qu'ils fuient. Qui fuient, qui ne veulent plus être dans cette espèce d'enfer dans lequel ils peuvent être depuis plusieurs semaines matraqués par les bombardements. Et de la désertion, au-delà évidemment des troupes qui manquent. Si on parle de plusieurs milliers de soldats, ça commence à faire beaucoup. Mais est-ce que ça a un autre effet dans l'armée ? C'est-à-dire, est-ce que ça crée une démoralisation ? Bien sûr. Mais bien sûr, ça a un effet absolument terrible. Hein, je ne vais pas vous réciter Waterloo de Victor Hugo, mais à partir du moment où les gens s'en vont, ça crée un mouvement. Et il y a une dynamique de la victoire, mais il y a une dynamique de la défaite également. Et c'est très bien décrit. J'invite tout le monde à lire ce très beau poème sur Waterloo, où à un moment, la garde impériale recule.